Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Diplomatie et stratégie. Diplomatie et stratégie. Collection dirigée par Emmanuel Collier. Dernière parution. Guy Sallat, décidé en stratège. La voie de la performance 2013. Arnaud Mayos, les travailleurs birmans dans le nord de la Thaïlande. Géopolitique d'un pays clandestin 2013. Mehdi Lazare, Espace et histoire de l'Université américaine de Bologne à Harvard 2013. Nathalie Bordeaux-Dire, L'intelligence économique à l'épreuve de l'éthique 2013. Mehdi Lazare, Espace et histoire de l'Université américaine de Bologne à Harvard 2013. Stéphane Charles Natal, Business à risque à Bagdad. Le retour des entreprises françaises en Irak 2012. Arnaud Mayos, Nicolas Meunier, Juliette Simonin, La vague noire en Israël. L'ultra-religiosité menace-t-elle l'État hébreu 2012. Naïm Abdul-Azzas, Analyse de la représentation afghane 2012. Mehdi Lazare, Délocalisation des campus universitaires et globalisation de l'enseignement supérieur. Le cas du Qatar 2012. Alexandre Henry, La privatisation de la sécurité. Logique d'intrusion des sociétés militaires privées, 2011. Fazil Zeylanov, Le conflit du Haut-Karabakh, une paix juste ou une guerre inévitable, une approche historique, géopolitique et juridique, 2011. Philippe de Prédurant, L'Union européenne et la mer, ou les limbes d'une puissance maritime, 2011. Marie-Charlotte Burnet, Sarah Dubreuil, Anaïs Mirval, Laura Pajot Moricheu, La gestion des fleuves dans la stratégie d'expansion régionale de la Chine 2011. Valéria Netté, Clémentine Lépée et Samantha Vacher, Géopolitique des technologies de l'information et de la communication au Moyen-Orient. Entre compétitivité étatique et stratégie de contrôle, 2011. Christina Aguillard et Camille Nhouyvanisvong, Ambassadeur, Guide pratique de la négociation internationale, 2010. Préface. Ce sont toutes les grandes œuvres du passé qui sont en avant de nous. Lacoue-Labarthe. L'indétermination et le pouvoir créateur sont pleinement interrelationnés. Roman Jacobson. Même si le coq ne chantait pas, l'aurore viendrait. Ce proverbe afghan restitue parfaitement l'inexorable optimisme qui inspire ce livre. Car, à l'extrémité orientale du plateau iranien, les derniers contreforts de l'Himalaya donnent à ce pays un atout géographique unique. Celui-ci à lui seul décide, depuis la nuit des temps, du caractère imprenable du pays. Pays citadelle pour les millions de nomades de la région de Kandahar, comme pour les hauts fonctionnaires et commerçants pashtuns, qui depuis les villes ont fortement contribué à l'unité du pays. Les Tadjiks d'Hérat sédentaires et agriculteurs, les montagnards hazaras sédentaires du centre, les nomades turkmènes et les ouzbeks agriculteurs du nord, on nous le rappelle l'auteur, constamment lutté eux aussi pour protéger cette unité. État tampon créé au XIXe siècle par les impérialismes russes et anglais, son histoire politique moderne est initialement marquée par deux coups d'État. Celui de Daoud d'abord, celui d'Amin ensuite. Une nouvelle constitution et l'apparition de partis politiques, dans les années 60, marquent une époque politique féconde mais tragique. L'invasion soviétique et le gouvernement de Karmal sont de nouveaux drames qui plongent l'Afghanistan des années 80, dans un antagonisme sévère entre deux influences. Processus entrant toujours en œuvre contre les individus. Naïm Azzas puise ici dans sa culture d'historien et de sociologue, pour nous rappeler constamment, en filigrane, que ces développements nouveaux n'ont pas conduit à la ruine de la culture qu'ils attaquaient, mais au contraire que la culture afghane en a été stimulée. En évoquant tour à tour la défaite de l'armée rouge, l'émergence des talibans et celle de la démocratie afghane, il se plaît toujours à souligner la reconnaissance du double caractère de la détermination socio-culturelle. Négatif lorsque les envahisseurs ici ou les extrémistes là excluent ce qu'il ne faut pas penser et connaître, positif aussi lorsque l'influence extérieure prescrit ce qu'il faut faire pour avancer vers la démocratie et la liberté. Le docteur Azzas réfléchit simultanément en politologue, solidement formé au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris et à la Sorbonne. Pour lui,
L'approche de la complexité afghane ne peut pas se faire sans mettre le doigt sur les sous-déterminations, les polydéterminations, les indéterminations, les facteurs aléatoires créés par les pays voisins, Pakistan surtout, Russie, Inde, Chine, États-Unis avant et après le 11 septembre. Un bouillon de culture en ébullition, générant ça et là occultation et emprisonnement de la pensée, mais aussi ouverture sur les autres cultures, libération de la connaissance, progrès politique. Voici donc une analyse qui se refuse à tout déterminisme simpliste, au profit de la considération érudite d'un contexte fait de multiples interactions. L'imprinting culturel de la présence étrangère, la puissance de la diaspora, les intérêts des États, créent des conditions favorables au dépassement des visions locales ethnocentriques, à l'examen critique des idées endogènes, à la lutte contre l'erreur. Comme le dit Fernando Pessoa, les fils de la tradition sont tissés en un motif que la tradition ne pouvait pas tisser. L'auteur aime son pays, éprouve de la fierté et de l'ambition pour son pays. Il croit que les échanges, certes imposés avec d'autres cultures, permettront corrélativement aux extrémistes afghans de se relativiser eux-mêmes et d'interféconder des solutions politiques de paix. Il pense que la chance d'avenir de son pays repose sur ce qui est son risque présent, le retard de certains esprits sur les possibles. Comme le disait Jaspet, si l'homme veut vivre, il doit changer. Emmanuel Collier. Avocat au barreau de Paris, professeur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Introduction. Le changement de régime, en 1978, et l'invasion soviétique, en 1979, déclenchent à la fois la réaction des Afghans et celle de la communauté internationale. La résistance contre l'armée rouge est organisée et l'Afghanistan devient un centre de confrontation des grandes puissances. Après 10 ans de combat, l'armée soviétique se retire en 1989, laissant derrière elle le régime de Najibullah et un pays en ruine. Ce régime seul, qui ne reçoit aucun soutien étranger, ne résiste pas aux Moudjahidines qui prennent en 1992 le pouvoir à Kaboul. Cette prise du pouvoir par les Moudjahidines ne met pas fin à la crise, mais conduit à une guerre civile qui déstabilise le pays. L'Afghanistan devient une zone de non-droit et un théâtre de multiconflictualité. Dans les années 1993 à 1994, en pleine guerre civile, le mouvement des talibans fait son apparition sur la scène militaire afghane. En 1996, avec le soutien du Pakistan, il prend le pouvoir à Kaboul et met en place un régime islamiste et fanatique. Concomitamment, 1993 à 1996, du gaz et du pétrole sont découverts en mer Caspienne et des compagnies étrangères comme UNOCAL imaginent de faire transiter ces richesses vers l'océan Indien en passant par l'Afghanistan. Après 1996, le pays se transforme en une base pour l'extrémisme islamiste, notamment pour Al-Qaïda. Des attentats contre les intérêts américains sont perpétrés, notamment au Kenya et en Tanzanie. Washington accuse alors Al-Qaïda et Oussama Ben Laden, milliardaire saoudien réfugié en Afghanistan, d'être les instigateurs de ces attentats. En représailles, les États-Unis attaquent l'Afghanistan en 1998 à partir de navires de guerre. Le 11 septembre 2001, les États-Unis sont attaqués par des avions commerciaux visant les deux symboles de la puissance américaine, les deux tours du World Trade Center et le Pentagone. L'organisation d'Al-Qaïda et son leader Oussama Ben Laden sont accusés d'être responsables de ces attentats. Washington déclare la guerre contre le terrorisme international et notamment contre l'organisation d'Al-Qaïda. À la suite des attentats du 11 septembre 2001, l'Afghanistan occupe une place prépondérante dans les relations internationales. Avec le soutien de l'OTAN et l'aval du Conseil de sécurité, les Américains, au nom de la lutte contre le terrorisme, forment une coalition. Ils envahissent l'Afghanistan pour renverser le régime des talibans et anéantir l'organisation d'Al-Qaïda. En octobre 2001, cette coalition bombarde l'Afghanistan pour renverser le régime des talibans. Le Pakistan, jusque-là soutien des talibans, se range officiellement du côté de cette coalition. Cette date marque une nouvelle phase du conflit. Après le renversement du régime des talibans, en 2001 et pour combler le vide politique, les représentants de plusieurs organisations politiques afghanes se réunissent à Bonn sous l'égide de la communauté internationale.
Il s'agit de créer une autorité de transition et de restaurer les institutions étatiques détruites par la guerre. Suite à cette conférence, les Afghans choisissent le chemin de la démocratie. Des élections législatives et présidentielles sont organisées. Avec la mondialisation, la découverte du gaz et du pétrole dans la mer Caspienne, l'Afghanistan, par sa localisation géographique, occupe une position stratégique majeure à l'échelle régionale. Identifié comme un pont entre l'Asie centrale, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et le Proche-Orient, le pays est qualifié de nouvelle route de la soie par Madame Clinton. Dans le voisinage de plusieurs puissances nucléaires, partageant ses frontières avec plusieurs pays adhérents à l'Organisation de coopération de Shanghai, l'Afghanistan devient un des enjeux du XXIe siècle. Il s'affirme comme un carrefour, pouvant jouer un rôle économique prépondérant à l'échelle régionale, voire internationale. Au-delà de sa localisation géographique, l'Afghanistan entretient des liens culturels, ethniques, linguistiques et religieux avec ses voisins. Cela crée une relation d'interdépendance entre plusieurs pays et influence leurs situations intérieures. Ainsi, la mosaïque culturelle de l'Afghanistan permet au pays de devenir un lieu de rencontre entre les cultures des pays voisins. Cependant, l'image et la stabilité du pays demeurent fragilisées par la présence de forces étrangères sur le sol afghan, la rentabilité du pavot afghan pour les narcotrafiquants internationaux et la menace de l'extrémisme compliquent la situation sécuritaire. Le chômage, la corruption généralisée, la pauvreté et un État faible sont d'autres facteurs internes fragilisant la situation afghane. Les forces de la coalition internationale, après 13 années de présence en Afghanistan, s'apprêtent à quitter le sol afghan fin 2014, et le gouvernement de Kaboul est toujours dépendant des aides extérieures. Les talibans en position de force, sans aucune adresse précise, ne se sont pas engagés dans une véritable discussion de paix avec le gouvernement de Karzai. Ce qui laisse présager d'un avenir incertain et sans garantie d'un espoir de paix durable. L'Afghanistan se trouve dans une situation de crise, et la population craint pour son avenir. Cette crainte de l'après-départ de la coalition est celle de l'abandon du pays aux mains d'un gouvernement corrompu. Elle est celle de la reprise à tout moment du pouvoir par des talibans, dénués de projets politiques pour le pays. Depuis le changement politique de 1978, cette crise complexe a des causes intérieures et extérieures qui conduisent à répondre aux questions suivantes. Pourquoi tant de pays étrangers s'intéressent-ils à l'Afghanistan depuis 3 décennies? Quels sont les problèmes intérieurs à l'Afghanistan? Quelle perspective peut-on dessiner pour l'Afghanistan? Rappeler la géographie physique et humaine est indispensable pour saisir la complexité géostratégique du pays et comprendre l'intérêt des pays étrangers. L'Afghanistan est situé à un carrefour civilisationnel et économique. Au cœur de l'Asie, cette ancienne route de la soie est appelée à jouer, encore au XXIe siècle, un rôle économique. Ainsi, par sa localisation géographique, ce pays est le sujet de toutes les convoitises. Situé entre l'Asie centrale, l'Asie du Sud, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient, l'Afghanistan a une superficie de 652 000 km² et une population estimée à 28 millions d'habitants. Au nord, ce pays partage une frontière commune de 1700 km avec des pays d'Asie centrale, notamment l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. Ces pays font partie de la zone d'influence russe, sont tous membres de l'Organisation de coopération de Shanghai et sont riches en ressources naturelles. À l'ouest de l'Afghanistan, se situe le pays du grand poète persan Hafez Shirazi, la République islamique d'Iran, majoritairement chiite et en conflit avec l'Occident sur ses ambitions nucléaires. À l'est et au sud de l'Afghanistan, se situe le Pakistan, une puissance nucléaire en conflit avec l'Afghanistan au sujet de la ligne Durand depuis sa création en 1947. Ce territoire semi-autonome est habité par des Pashtuns. Il est le lieu de tous les dangers, une frontière de 2400 km, vitale pour le commerce afghan. Les chapitres qui suivent expliquent comment le Pakistan ambitionne de déterminer l'orientation politique de l'Afghanistan. Au nord-est, 70 km de frontière séparent l'Afghanistan de la République populaire de Chine, puissance nucléaire à l'économie galopante, concurrente des États-Unis et de la communauté européenne.
Les grandes villes de l'Afghanistan sont diverses, héritières chacune de l'histoire ancienne d'une grande civilisation. D'abord, la cité d'Herat à l'ouest, ville persanophone stratégique et frontalière avec l'Iran. Sujet de nombreuses convoitises au cours de son histoire, la ville d'Herat est à elle seule un sanctuaire historique. On y trouve le tombeau de Khoja Abdullah Ansari, célèbre poète afghan du XIe siècle, connu dans le monde arabe sous le nom de Sheikhul Mashayekh. On y trouve une célèbre mosquée et ses minarets datant de l'époque des Timourides, témoignant de la civilisation glorieuse du pays. Cette ville est considérée depuis toujours comme la clé d'accès et le point de passage obligatoire vers l'Afghanistan et le subcontinent indien. C'est à partir de cette ville que la résistance afghane commence en 1978, sa lutte contre le pouvoir communiste. Cette ville est marquée de tristes mémoires par les milliers d'Afghans tombés sous le feu des bombardiers soviétiques et des forces afghanes. La ville de Mazar-e-Sharif est une cité où se mélangent les cultures et les langues de différents segments de la population afghane, notamment tadjik, ouzbek et turkmène. Elle est la clé d'accès de la capitale afghane par le nord. Cette ville abrite le tombeau de l'imam Ali, gendre de Mohammed, prophète de l'islam. À chaque période de l'histoire du pays, cette ville est un objet de conquête. La ville de Mazar-e-Sharif, longtemps tenue par le général Dostom, ouzbek, est actuellement gouvernée par Atta Mohammad Noor, l'un des anciens commandants de Jamia et Islami d'Afghanistan. La ville de Kandahar est la capitale historique de l'Afghanistan. Elle représente le lieu où a été fondé l'Afghanistan moderne par Ahmad Shah Durrani. Située au sud du pays, Kandahar est actuellement le symbole de la résistance des talibans contre les forces étrangères et gouvernementales. Cette ville a une importance stratégique, car elle se trouve dans une zone frontalière sensible, où transitent les armes et autres marchandises de contrebande. La particularité de Kandahar tient à la présence de l'ethnie pachtoune sur les deux rives, rendant les contrôles des autorités très difficiles de part et d'autre de la frontière. La ville stratégique de Jalalabad est située à l'est de l'Afghanistan, et donne accès au Pakistan. Cette ville est le théâtre éternel de combats et de conquête des acteurs en conflit. À l'origine, Jalalabad est une ville à majorité pachtoune et sa population a des relations historiques, linguistiques, religieuses avec les Pashtuns, appelés cousins, qui vivent de l'autre côté de la ligne du rang. La circulation des hommes et les flux de marchandises posent des problèmes aux autorités afghanes et pakistanaises. Le contrôle de ces flux est difficile. En effet, c'est par cette ville que tous les trafics circulent entre Afghanistan et Pakistan. La tradition de la population locale, notamment du côté de la zone tribale pakistanaise, fait que la plupart des gens sont armés et en conséquence que les deux États n'ont pas la maîtrise de leur population. La ville touristique de Bamiyan est célèbre pour ses merveilles historiques. Les deux Bouddhas géants, datant de plus de 2000 ans, classés au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, détruits par les talibans en 2001, témoignaient de la richesse culturelle et du passé glorieux de l'Afghanistan. Cette ville est habitée par les Hazaras et représente l'une des cités les plus discriminées et pauvres de l'Afghanistan. Au centre du pays, se trouve la ville de Kaboul qui est actuellement la capitale politique de l'Afghanistan. Elle est un laboratoire d'intégration socio-culturelle de différents segments de la population afghane. La ville de Kaboul est une grande cité en termes de concentration de la population. Actuellement, résident à Kaboul plus de 4 millions de personnes. Cette concentration engendre des problèmes urbains, comparables à ceux de la plupart des grandes agglomérations. Mais, le manque d'infrastructures et l'exode massif de la population vers la ville accentuent ces difficultés. Ainsi, chaque région et chaque recoin de l'Afghanistan témoignent d'un passé glorieux et revêtent un prestige historique. Le paysage afghan défie l'imagination. Il est couvert par des chaînes de montagnes, mais également par d'immenses déserts. Cette géographie infranchissable a toujours favorisé la résistance afghane face aux envahisseurs successifs. Première partie, la géographie de l'Afghanistan et son hétérogénéité sociale. 1. Les montagnes d'Afghanistan sont stratégiquement utiles. La géographie montagneuse de l'Afghanistan présente un avantage militaire stratégique. Ces montagnes ont toujours été la clé du succès de la résistance afghane, pour faire face aux envahisseurs étrangers. La vallée du Panchir, bastion de feu le commandant Massoud,
est l'un des exemples de l'utilité de cette nature merveilleuse. À plusieurs reprises, l'armée rouge a essayé d'envahir cette vallée pour anéantir la résistance, mais elle n'a jamais réussi. Le héros de la résistance afghane, le défunt commandant Massoud, est originaire de cette vallée. Il conduit, à partir de ces montagnes infranchissables, la guerre contre les troupes soviétiques et ensuite contre les talibans et Al-Qaïda. 2. Une société traditionnelle et hétérogène. La géographie humaine de l'Afghanistan est hétérogène, le pays étant composé de diverses ethnies, langues, religions et traditions culturelles. Cette richesse est une source de développement pour le pays. Elle donne la culture de la tolérance et l'esprit de l'unité dans la diversité à la nation. Cependant, cette richesse culturelle est trop souvent source d'instrumentalisation et de récupération politique par les hommes du pouvoir. L'exploitation de cette diversité est, dans l'histoire du pays, une des causes des tensions internes, des ingérences étrangères, des crises politiques et du sous-développement économique. Le concept de la nation n'a pas, en Afghanistan, la signification qu'il peut avoir en Occident. Au sens occidental, la nation n'existe pas. Les individus, à l'exception de l'élite, s'identifient à une ethnie, une localité, une langue ou à une religion. Cette différenciation identitaire prend sa source dans l'institution familiale et la vie sociale. L'identité nationale s'exprime enfin en période de crise. Elle est toujours le fer-main de la résistance face à l'envahisseur étranger. L'histoire mouvementée, faite d'invasions et d'occupations étrangères, forge une identité afghane forte, partagée par tous les Afghans. Souvent, cette identité commune est un mélange d'appartenances linguistiques, religieuses ou locales. Les mariages interethniques, la mixité des langues dans les grandes villes, l'interdépendance économique, le vécu commun, la religion musulmane et finalement l'histoire douloureuse du pays créent un sentiment commun d'appartenance. Tous ces éléments consolident une solidarité au sein d'un espace géographique et un destin commun chez tous les Afghans. Cependant, malgré la multiethnicité de l'Afghanistan, la religion musulmane favorise la coexistence de plusieurs langues et ethnies. Les Afghans sont en majorité musulmans et cette religion est un des facteurs principaux de la solidarité entre les différents segments de la population. Elle cristallise le point commun entre les ethnies, leur permettant de se souder en une seule entité. Les phénomènes religieux ont une force de contrainte sociale. Celui qui s'y oppose est rejeté par la société dans son ensemble. Historiquement, l'islam a une emprise sur l'ensemble de la vie sociale, voire politique de l'Afghanistan. Une partie de l'intelligentsia afghane instrumentalise la religion musulmane à des fins politiques. S'ensuivent de multiples conflits avec les laïcs, au Parlement ou à l'université. L'un des grands problèmes de l'Afghanistan est dû à l'hétérogénéité de sa structure sociale, elle-même générée par le sous-développement économique du pays. Il y a un vrai décalage de progrès civilisationnel entre les régions. Par exemple, une grande majorité de la population du sud et de l'est est pachtoune et vit dans une société de type traditionnel et tribal. On observe un grand écart entre leurs traditions culturelles et celles de la population du nord, de l'ouest et du centre de l'Afghanistan. Cette culture tribale est, de plus, en contradiction avec l'esprit de modernité et la démocratie occidentale. D'une certaine façon, cette manière de vivre est un obstacle au progrès de la société afghane. L'une des caractéristiques de la société afghane est que les individus accèdent au pouvoir et aux ressources par rapport à leur naissance, leur appartenance ethnique ou religieuse. Alors que dans une démocratie, la primauté des droits et des lois permet le maintien de la justice sociale. Une idée précise de la géographie humaine de l'Afghanistan suppose l'analyse de la composition sociale et ethnique du pays. Les différentes factions de la population afghane renvoient à une origine ethnique et religieuse. Elles se reconnaissent comme Pashtoun, Afghans, Hazara, Tadjik, Ouzbek, Turkmènes, chiites, sunnites. Cette diversité ethnique et religieuse de l'Afghanistan représente un handicap pour l'unité nationale. Chaque fois qu'une puissance étrangère a voulu intervenir en Afghanistan, elle a instrumentalisé cette diversité pour créer la division dans la société afghane à des fins partisanes. 1. Les Pashtuns. Composés de différentes castes, les Pashtuns vivent dans l'est, dans le sud du pays et également dans la zone tribale pakistanaise.
Les historiens précisent qu'ils ont une origine indo-européenne et appartiennent à la branche indo-aryenne. Peuple nomade du nord-est de l'Iran, on le trouve également aux portes de l'Inde et de la Chine. Avec le temps, cette ethnie s'est majoritairement sédentarisée et de nos jours, quelques millions d'entre eux gardent encore cette tradition du nomadisme. Le contexte culturel de cette ethnie et le manque de moyens des régimes afghans n'ont pas permis de déterminer le chiffre exact de la population pachtoune vivant en Afghanistan. Cependant, d'après certaines estimations qui restent encore à confirmer, les Pachtuns représentent 40 à 50% de la population totale de l'Afghanistan. La langue des Pachtuns est dite pachto. C'est une langue issue de la branche indo-européenne. Les Pachtuns sont des musulmans sunnites hanafites. Quelques centaines de milliers d'entre eux sont chiites, notamment dans le sud de l'Afghanistan et au Pakistan. L'appartenance des Pachtuns au chiisme et au sunnisme est l'une des bases de conflits intercommunautaires, notamment au Pakistan. Mais, en Afghanistan, cette appartenance religieuse n'a pas d'impact direct sur les deux communautés, puisque cette population vit en harmonie et coexiste sur le même territoire avec ses frères sunnites. Depuis 1747, la plupart de dirigeants afghans sont originaires de la communauté pachtoune. Cette lignée ethnique domine l'histoire politique du pays. Les Pachtuns se définissent identitairement par des critères linguistiques, religieux ou mythiques, enracinés dans la conscience d'une histoire ou d'une origine commune. L'identité pachtoune multiple est basée sur une manière de penser ou de se comporter. Elle donne une référence commune à ce groupe, lui permettant de se définir comme tel. Par exemple, un grand nombre d'entre eux ne parlent pas la langue pachtou, les Momens Derat et les Mohammad Zahi, et ne sont pas sunnites, les Touris de Kandahar. Pourtant ils s'identifient comme Pachtuns. Les litiges entre les membres de cette communauté sont résolus par des jirgas, assemblées des sages. Les Pachtuns ressemblent à leurs compatriotes tadjiks. Ils se divisent en plusieurs tribus et clans. Les plus représentatifs sont le clan d'Urani et les Ghilzais, les Wardak, les Djadji, les Tanais, les Adrans, les Mangals, les Koujanis, les Safis, les Moumens et les Chinoises. Les Pachtuns, dans leur majorité, vivent principalement dans l'est et le sud de l'Afghanistan. 2. Les Tadjiks. Les Tadjiks sont dispersés sur le territoire afghan. Ils vivent au centre, à l'est, à l'ouest et au nord de l'Afghanistan, notamment dans les provinces de Baghlan, Badakhshan, Herat, Kaboul, Mazar-e-Sharif, Parwan, Takhar. Ils sont aussi installés dans la province de Samangan. La majorité est citadine et vit souvent proche de la civilisation moderne. Les Tadjiks parlent le dari ou farsi. Parlé par les Hazaras, les Ouzbeks, les Turkmènes et même les Pachtuns, par exemple le clan Mohammad Zahi et les Momens Derat, c'est une langue dominante en Afghanistan. Dans beaucoup de régions d'Afghanistan, parler le dari est un signe de distinction et d'auto-appréciation. Maîtriser la langue dari est un privilège, notamment dans les médias, les administrations étatiques et dans les grandes cités. C'est un privilège pour les commerçants. La considération associée à la langue dari, la surclasse par rapport aux autres langues et son usage est associée à une grande distinction. Cependant, en dépit de la domination de la langue dari au sein de la structure linguistique du pays, les Tadjiks sont officiellement considérés comme le deuxième groupe ethnique en nombre dans le pays. Les membres de certaines minorités ethniques qui sont stigmatisées dans la société afghane se réfugient dans l'identité tadjik, Farsiwan. Les Tadjiks se trouvent également au Tadjikistan, pays voisin, situé au nord de la frontière afghane. Les Iraniens parlent aussi la langue perse, proche de la langue dari d'Afghanistan. Comme les Pachtuns, les Tadjiks sont des musulmans sunnites hanafites. Une minorité chiite est installée à l'est de Badakhshan, où vit un nombre important de chiites ismaélites. Contrairement aux Pachtuns, les Tadjiks ne sont pas organisés en tribus et on observe au sein de cette communauté un individualisme à la manière occidentale. Le commerce et l'administration publique sont les principales sources de revenus de la population tadjik. Dans l'histoire de l'Afghanistan, les Tadjiks jouent un rôle politique important, notamment dans les années 1929, le règne d'Habibullah Khan Kalakani, et de 1992 à 1996 professeur Burhanuddin Rabbani. Sur le plan politique, l'occupation de l'Afghanistan en 1979 par l'Armée rouge renforce la position des Tadjiks dans le pays.
En effet, lors de l'occupation soviétique, c'est le Jamia-e-Islami d'Afghanistan, dirigé par Burhanuddin Rabbani et le commandant Massoud, chef historique et héros de la résistance afghane, tous deux d'origine tadjik du nord de l'Afghanistan, qui contribuent à mettre fin à cette occupation. Le mouvement de Jamia-e-Islami joue à plusieurs reprises un rôle important dans la chute du régime de Najibullah, 1992, d'abord, mais également, lorsqu'alliés à des factions Pashtun et Hazara, Alliance du Nord, les Tadjiks s'opposent à l'obscurantisme arriéré des talibans pendant 5 ans et jouent un rôle primordial dans la chute de leur régime en 2001. Les Tadjiks contribuent au développement culturel de l'Afghanistan. Un nombre important d'artistes, d'écrivains, de scientifiques afghans sont d'origine tadjik. Des artistes comme Oustad Sarban, Oustad Sarang, Oustad Mawash, Oustad Shida, Oustad Amahang chantent en dari farsi. De grands poètes comme Oustad Khalilullah Khalili, Ouassef Bakhtari, Haïdari Voyoudi, Dastagir Panchiri, Kaharasi rédigent leur œuvre dans cette même langue. La plupart des ouvrages artistiques, scientifiques et littéraires sont écrits dans cette langue. Par exemple, des ouvrages célèbres comme Hafez Shirazi, Shahnameh Ferdoussi, Goulestan, Hazrat Ebidel, Kelila Wodamla, l'histoire de l'Afghanistan sont tous écrits en dari. Cela donne à cette langue une réelle importance. 3. Les Hazaras. Les Hazaras vivent majoritairement dans une région reculée et montagneuse de l'Afghanistan, nommée Hazarajat. Ils sont aussi installés à Kaboul, Badakhshan, Badghis, Jauzian et Mazar-e-Sharif. Cette communauté est estimée à plus d'1 million de personnes. Les Hazaras, par leurs caractéristiques physiologiques, sont un peu différents de leurs compatriotes Pashtun et Tadjiks. Souvent, ils ressemblent aux Asiatiques mongoloïdes. Leur langue, nommée Hazarae, est identique au dari avec quelques différences de prononciation. Les Hazaras sont victimes de discrimination sociale, voire étatique, notamment au cours du règne de l'émir Abdur Rahman Khan. Cette discrimination tient à la confession musulmane chiite de la majorité de cette population. Des conditions sociales difficiles leur sont imposées par les autorités afghanes de l'époque, et leurs terres sont confisquées et redistribuées. Jusqu'en 2001, la région d'Hazara est la plus pauvre de l'Afghanistan. Cette pauvreté se manifeste par le manque d'infrastructures et par une discrimination sociale. Un grand chantier de développement est entrepris par le nouveau régime pour le progrès de cette région. Avant 1978, les Hazaras n'accèdent jamais aux grands postes étatiques. Ils travaillent dans l'agriculture et l'élevage. Cette population vit en majorité en dessous du seuil de pauvreté, dans un pays pauvre. Depuis 1978, grâce aux bouleversements politiques et militaires, la situation sociale des Hazaras s'améliore par l'émigration vers Dubaï, vers les pays frontaliers comme l'Iran, le Pakistan et vers les pays occidentaux. Cette émigration leur donne un meilleur niveau de vie. C'est l'occasion pour un nombre important d'entre eux d'accéder à un statut social valorisant. Les Hazaras jouent un rôle important dans la lutte contre les troupes soviétiques pendant l'occupation de l'Afghanistan par l'Armée rouge en 1979. Parce qu'ils sont discriminés par des dirigeants politiques pashtuns et tadjiks basés au Pakistan voisin, ils constituent leur propre mouvement militaire et politique. Les dirigeants pashtuns de la résistance afghane, comme Abdul Rab Rasoul Sayaf et Younes Khalis, s'opposent à la participation des Hazaras dans des actions communes contre les envahisseurs soviétiques et l'un des dirigeants des Hazaras, Mohammad Ali Mazari, est exécuté par les talibans lors d'une discussion politique. Les dirigeants Hazaras entretiennent des liens privilégiés avec les autorités iraniennes pendant toute la crise afghane et jusqu'à nos jours. Grâce au soutien du régime perse, les organisations politiques et militaires d'origine Hazara combattent les envahisseurs soviétiques, puis le régime des talibans. 4. Les Ouzbeks. Les Ouzbeks, environ 1 million d'individus, sont une minorité. Ils sont dispersés dans plusieurs provinces du nord du pays. Ils vivent majoritairement dans la région de Faryab, à Mimana, à Faïsabad et à Sarepoul. Les Ouzbeks coexistent avec leurs compatriotes tadjiks dans de nombreuses villes du nord de l'Afghanistan. Ils vivent essentiellement en Ouzbékistan, au Tadjikistan et au Turkménistan, les 3 pays voisins situés au nord de l'Afghanistan. Ce qui rapproche les Ouzbeks des autres ethnies afghanes tient à la religion musulmane et à leur mode de vie.
Cette population parle les dialectes turcs appelés ouzbeki ainsi que la langue dari. Ils sont dans leur majorité sédentaires et adoptent le mode de vie, les coutumes et les traditions des Tadjiks voisins. Ils exercent différents métiers, notamment ceux de fermiers, artisans, commerçants et fabricants des célèbres tapis afghans. Politiquement, ils n'ont pas d'influence majeure dans la société afghane. Mais, depuis une vingtaine d'années, des membres de cette communauté s'investissent dans la vie politique. À titre d'exemple, le général Dostum se présente comme défenseur de cette ethnie et participe à des activités militaires et politiques. La Turquie, grâce au général Dostum, interfère dans la politique afghane et joue le rôle d'intermédiaire entre les différentes parties en conflit. 5. Les Turkmènes. La communauté turkmène est une minorité ethnique, estimée à environ 400 à 500 000 personnes. Les Turkmènes cohabitent avec les... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.